pris de haut du fait de son sous-développement. Aux yeux de ses fils, l'Afrique est traitée avec mépris et dédain par le reste de la planète. Les sommets réunissant tout un continent et un seul pays, à l'image des rencontres France-Afrique, soit Chine-Afrique, n'en sont que la face cachée de l'iceberg. Quand il lui a appris, le jeune président français n'est pas allé par quatre chemins pour dénoncer la fécondité des femmes africaines. Coutumier du fait, Donald Trump se défoule sur le continent dans cette diatribe dont on se garde de vous rabattre ici les oreilles. L'Organisation des Nations Unies a jugé les propos du président américain sur l'Haïti et en même temps les États africains choquants, honteux et racistes à la limite. Qu'en est-il sur le continent? Les timides réactions sont-elles à la hauteur de l'affront? D'ailleurs, affront, est-ce qu'il y en a véritablement? Les paroles de Trump sur l'Afrique, des propos subversifs ou réfléchis? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Ici et ailleurs. Pour en parler, je reçois pour vous Ben Barry, le coach en politique internationale. Bonjour et merci d'être là. Merci, bonjour. En face de vous, c'est Hamzat Soulman, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Merci également à vous d'être là. C'est moi, merci beaucoup. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée, a déclaré aux journalistes lors de sa première réaction à l'indignation internationale suite à ses propos sur l'Afrique. Je vais parler bien sûr de Donald Trump. Pourtant, lors du débat télévisé qui a précédé son élection, sans évoquer spécifiquement le continent africain, Trump a parlé de peuples des imbéciles, des paresseux, seulement bons à se nourrir, faire l'amour et faire également preuve de brutalité. Hamzat Soulman, vous êtes un panafricaniste à la limite, si je m'en tiens donc à votre titre sur ce plateau, ces propos, ça vous indigne? Inadmissibles. Ce sont des propos inadmissibles. Vous trouvez? Tout à fait. Mais dans les chancelleries africaines... On ne peut pas comprendre qu'un responsable d'un niveau aussi haut puisse se permettre un verbiage aussi ridicule. Ah bon? Franchement. Mais c'est pas aujourd'hui que ça date. Le peuple noir est un peuple fier. Il est fier de lui-même. Et il mérite qu'on le respecte. À défaut qu'on le respecte, il se fera respecter lui-même. Une fierté qui le maintient dans la dépendance à ce jour. Le tout dépend aussi de ce que nous faisons de cette dépendance et ce que nous faisons pour en sortir. Coach Ben Barry, un peuple paresseux, imbécile à la limite, bon à se nourrir et également qui verse dans la brutalité. Vous pensez que Donald Trump peint là un tableau que vous ne reconnaissez pas? Donald, il ne me surprend pas par ses propos. Et ce qu'il peint, c'est un tableau qui est là, qui est réaliste, et qui ne nous ressemble pas, mais qui nous reflète, je pense. C'est un tableau réaliste qui ne nous ressemble pas trop. Qui ne nous ressemble pas, qui nous reflète. Qui nous reflète. Alors, ça voudra dire que vous reconnaissez que le peuple africain est un peuple paresseux. Bien sûr. Imbécile. Oui, on peut admettre. Alors... Vous estimez que ça ne ressemble pas à l'Africain, mais vous estimez que dans une certaine mesure, l'Afrique se retrouve dans ce que Donald Trump a dit. Il y a certaines vérités qui sont indéniables dans ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit n'est pas faux. Quand il dit, par exemple, j'ai lu sur un site où il dit, quand vos dirigeants se refusent à construire les infrastructures... Oui, on en viendra à ces propos, ça fait la deuxième partie de cette déclaration. Mais dans un premier temps, lorsqu'il parle de l'Afrique comme ce continent où on rencontre des hommes qui ne veulent véritablement rien faire. Oui, mais je lui renvoie la pierre. Qui nous forme? Ce n'est pas les Amériques. Ce sont vos propres frères qui vous forment. Non. Ceux qui sont à la tête de nos États là, et dans nos universités, ce sont des professeurs qui sont nantis de diplômes ex-lettres occidentales, Ottawa, machin, États-Unis, la France. Quand vous n'avez pas ce genre de choses, on ne vous reconnaît pas. Hein. Alors c'est eux qui nous forment. Alors s'ils nous forment, ils nous font prendre le mauvais côté de la gestion des affaires publiques. Non, mais Hamzat, une histoire de délai. Par conséquent, ils font former, mais ceux qui viennent aujourd'hui vous diriger, ce n'est pas forcément les instructions qu'ils reçoivent de ces États, surtout de l'Amérique. Ce débat va être intéressant. Je me pose la question de savoir pourquoi, à la veille de nos élections, pourquoi nos politiques prennent-ils l'avion pour aller chercher? Ils vont chercher quoi en France ou bien dans les palais de l'Élysée ou aux États-Unis ou ailleurs?
Pourquoi l'électorat c'est ici? L'électorat c'est là, c'est dans Calavi, Cotonou et partout ailleurs. Mais c'est pas en France. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont recevoir des instructions. Ils vont recevoir une ligne de conduite à suivre. Si vous ne faites pas ça, vous êtes débarqués. Et on sait comment ça se passe. On n'est pas novices. Hein? D'accord, on en saura davantage. Coach Ben Barry, vous estimez que ces expressions nous reflètent dans une certaine mesure. Alors, pourquoi, selon vous, la réaction en Afrique, elle est timide? Parce que ce qu'il vient de dire est une réalité qui est très difficile à désapprouver. Trump, ce qu'il a dit est une réalité difficile à approuver ou c'est le propos de Hamzat? Non, pas de... Vous parlez de qui? Vous me posez de Trump. De Trump. Les propos de Trump sont difficiles à nier. Et s'il confond l'Afrique, s'il juge l'Afrique à travers certaines personnes, c'est qu'il a pris l'échantillon représentatif de l'Afrique, qui sont aujourd'hui nos dirigeants, qui sont nos grands ingénieurs, qui sont nos grands penseurs, et il a pris, comme c'est à eux que nous avons fait confiance, que nous avons placé aux endroits où ils sont, ils jugent l'Afrique à travers notre échantillon représentatif. Et vous pensez que c'est faisable et que c'est admissible? Mais c'est des réalités, M. Kodjovi, vous ne pouvez pas le nier. Tout ce qu'il a dit, c'est ça. Nous sommes formés, nous sommes très paresseux. Nous ne décidons pas. Nous faisons le médecin après la mort. Nous agissons sans réfléchir. Et nous recommençons. Nous regrettons et nous recommençons encore. En tordant donc le cou à la diplomatie laudatrice, à la limite, Donald Trump est en train donc de renvoyer à l'Afrique sa vraie copie, Hamzat. Mais comme je l'ai dit, tout ne peut être peint en noir. L'Afrique a des côtés aussi positifs. Quand on dit qu'on nous jette dans la figure que voilà, on est un peu plus paresseux, mais on est un peu plus paresseux, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il y a derrière cette paresse-là un mécanisme qui pousse les Africains. Mais ici, il y a ces propos. Je vais vous donner un exemple. Oui. Vous prenez les programmes d'ajustement structurel, ils ne sont pas africains. C'est phagocyté dans des laboratoires occidentaux. Et qui les font? Ce n'est pas nos frères africains. Donc ces programmes nous sont imposés. Et ces programmes sont contraires aux réalités que nous vivons. Je vais vous opposer ces propos de Donald Trump. Il dit « Je n'ai pas besoin de vous harceler », comme les présidents français le font, disant que la France-Afrique est terminée. Pourtant, il continue à envoyer les faux touristes qui vous espionnent et reviennent leur dire comment il faut vous recoloniser. À partir de cet instant, Trump ne se retrouve pas dans ce que vous êtes en train d'exposer là. Ce qu'il dit est profond. C'est quand même le président des États-Unis d'Amérique. Le président ayant à sa commande plusieurs services de renseignement de taille. Il ne vient pas sur un plateau de télévision, c'est pas un fou. Moi, je ne le traite pas, il n'est pas fou. Hein. S'il dit de telles choses, c'est tellement que, préalablement à son discours, il a dû consulter certaines personnes dont la spécialité est liée, par exemple, à l'Afrique. Ils ont des spécialistes de l'Afrique de l'Ouest sur l'économie, la politique, etc., etc. Dans la CIA, le FBI ou je ne sais pas quel système de renseignement. Donc, si ces gens-là lui donnent un faux rapport, il viendra raconter des conneries. S'il lui donne de vrais rapports, il ne fera que dire ce qui est vrai. Coach Ben Barry, vous pensez que ça, par exemple, c'est tiré d'un faux rapport? C'est pas tiré d'un faux rapport, c'est une réalité. Moi, j'approuve bien Trump. Je pense que l'Afrique, au lieu d'être choquée par les propos de Trump, devrait considérer Trump comme un ami. Parce qu'il n'y a que votre ami qui ose vous dire la vérité pour vous réveiller. Et nous devons tirer parti de tout ce qu'il affirme là. Et c'est ça qu'on appelle tirer profit de ses ennemis. Lire dans l'ennemi à livre ouvert. Et tout ce qu'il dit, nous reprenons en considération et nous replaçons dans la mesure de sortir de ce qu'il dénonce là. Alors, vous aviez commencé tout à l'heure par l'évoquer. Si après 50 ans d'indépendance, vous n'avez pas construit les infrastructures nécessaires pour vos peuples, êtes-vous des humains? Ah oui, bien sûr qu'on est des humains, on n'a pas de cornes sur la tête. Hein. Mais qu'est-ce que la jeunesse africaine va chercher alors en Occident, aux États-Unis, quand si vous me permettez, je pense que le débat n'est pas là. Le débat est plutôt dans la méthode de gouvernance de
la manière de gouverner de nos dirigeants. Mais c'est vous qui les portez à la tête des États. Nous les portons certes sur la base d'un programme qui nous balance dans la figure lors des campagnes ici. Laissez-moi finir, je n'ai pas fini. Oui. Je prends le cas de l'actuel président du Bénin. Il a quoi? Avant d'arriver, il avait un programme. Mais quand il est arrivé, je crois savoir que le programme a été mis de côté pour un autre qui a été phagocyté en 8 mois. Une perte de temps. Donc écoutez, l'Africain... Vous pensez qu'il n'est pas dans la vision de ce qu'il a... Trump a raison sur un certain nombre de points, mais aller jusqu'aux insultes, nous traiter de paresseux, fainéants et tout ça, ça, ce sont des propos tout à fait inadmissibles. Et il faut qu'il nous présente des excuses pour ça. Coach Benbari, vous ne pensez pas que c'est trop facile de se dédouaner comme Hamzat le dit là? Je pense que c'est... Hamzat, je ne sais pas, il approuve, il désapprouve. Et... Ou c'est bon, ou c'est bon. Non. Si. Non, on ne doit pas être offusqué, on ne doit pas être offusqué par les vérités qui sont là. Je me corrige, je me corrige. Ou bien j'éclaircis. Quand je dis, j'ai bien dit en termes de cette émission, que sur un certain nombre de points, je suis d'accord avec lui. Sur les points cités là, vous êtes d'accord ou pas? Non, il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Les points, je prends par exemple un point. Quand il dit nous sommes un peu fainéants, nous sommes paresseux, etc. Ça, je dis non. On voit des Africains qui travaillent tous les jours. Il y a des Africains qui travaillent, mais la majorité. La majorité travaille. Monsieur Hamzat, est-ce que vous avez suivi la Coupe du Monde de football? Juste après la Coupe du Monde de football, il y a la CAN. Les 2 matchs n'ont pas le même niveau. Bon, je ne suis pas un spécialiste. Bon, non, vous allez voir les efforts, le travail. C'est pour dire que quoi? Oui, c'est pour dire que les autres travaillent énormément. Mais regardez les matchs, il n'y a même pas photo. On ne peut même pas les comparer. Alors que c'est la même discipline, c'est le même sport. Pas les mêmes moyens. Vous dites pas les mêmes moyens. Mais qui se donne les moyens? C'est pas nous. Écoutez, quand on sait que l'Afrique est le continent le plus riche, vous le savez. Quand on sait qu'on est obligé de tendre la main. L'Afrique est le continent. Est-ce qu'on est justement, est-ce qu'on est obligé de tendre la main? Justement, il faut arrêter ça. C'est ce que moi je dis. Dans mon cadre, en ce qui me concerne, moi, il y a des aides qu'il ne faut plus accepter. Il y a des aides au développement qu'il faut refuser catégoriquement. Quelles sont ces aides-là? Par exemple, de quel pays? Quand on met un pays sous ajustement structurel, sous un programme d'ajustement structurel, et que le pays après court à l'étranglement, attends, il faut arrêter. Les ajustements structurels, c'était depuis les années 90. Ça continue sous d'autres mots déguisés et politiquement corrects. Monsieur Hamzat, je pense que si on se remettait au niveau, on se remet à jour, on allait approuver, prendre la vérité dans cette déclaration. Alors Coach Benbari, est-ce que vous pensez que 50 ans après les indépendances, les dirigeants africains, que mettons à la tête de nos États, qui sont incapables de construire les infrastructures nécessaires pour le peuple, sont des humains? Nous prenons ce qui n'est pas humain est inhumain. Et inhumain, c'est un adjectif qui vient du mot français. Et ça veut dire quoi? C'est agir contrairement à la noblesse de l'homme, quelque chose d'excessivement atroce et qui n'est pas bien pour ses semblables, pour ses gouvernés, pour ses proches. Mais c'est dans ce sens qu'il parle. Nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Qui a un programme? Nos grands géographes, nos grands agriculteurs, nos grands ingénieurs en agriculture et tout ça là, ils ont été jusqu'à présent incapables de nous produire des plans directeurs ou des schémas qui nous permettraient de sortir qui nous permettraient de nous faciliter l'autosuffisance alimentaire depuis très longtemps. Nos ingénieurs, jusqu'à présent, dans tous les pays africains, on a des problèmes de transport, surtout transport routier. La dernière fois, j'ai traversé toute la Côte d'Ivoire, du nord, M. Hamzat le sait bien, mais c'est pas du chocolat, s'il vous plaît. On parle, il y a des tronçons qui sont très bien faits, mais de l'autre côté, c'est des problèmes. Jusqu'à présent, on se pose des questions. C'est justement ça qui amène la jeunesse africaine à déserter donc le continent, à se rendre donc aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays occidentaux. Et là, vous constituez des pays de merde. On ne constitue pas des pays de merde. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nos cadres sont formés où? La question, elle est là. Quand vous rentrez à Djidja ou bien à Zobodomela, la terre qui est là, elle n'est pas occidentale.
la qualité du sol n'est pas le même. Quand vous avez fait former un ingénieur à Marseille, je ne sais pas, à Toulon, je sais pas, donnez-moi à Paris, etc., mais ils n'ont pas la même qualité de terre. Vous les formez sur quoi? Quand ils reviennent, alors ils vous ramènent le modèle occidental. Il y en a ici qui crient, quand j'étais au FMI, le FMI, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que le FMI. Prenez des pays comme les pays arabes. Vous pensez qu'ils ont besoin des fonds du FMI machin, pour se développer? Tout est question de pécune. C'est ça. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On a des cadres mal formés. Et je reviens sur un petit, pour aller un peu à l'encontre de l'émission. Nos soldats, vous voyez, face à Boko Haram, tout ça, ils ne tiennent pas. Ils sont mal formés. Aujourd'hui, on nous forme des soldats démocrates. Envoyez-les dans des pays où ça tient. Envoyez-les en Russie. Envoyez-les au Vietnam. Dans des pays où vous formez des soldats qui répondent et qui sont à la hauteur de vos espérances. Mais n'allez pas, ne vous envoyez pas des soldats à Saint-Cyr. Vous allez nous former des bureaucrates. Aujourd'hui, on a besoin de combattre le terrorisme. On a besoin d'avoir des ingénieurs dont la capacité managériale répond aux attentes de nos populations. Alors, évitez d'aller les faire former dans des écoles dont les réalités ne sont pas conformes aux nôtres. Alors, cette question de culture, si vous essayez sur l'or, le diamant, le pétrole, le manganèse, l'uranium et que vos populations n'ont pas à manger, êtes-vous humain? Humain. Alors, la question est posée. Cela, ça interpelle la conscience. Mais bien sûr, vous voyez, les dirigeants, il faut entrer dans leur psychologie. Mais quand vous parlez de dirigeants, c'est à croire que le peuple est dédouané. Mais vous n'êtes pas dédouané. Le peuple n'est pas dédouané. Je vais citer l'honorable Viera Soglo, que j'admire beaucoup, qui a dit que chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Et la population, tout est question de formation, d'éducation, à tous les niveaux. Niveau de la population, niveau des dirigeants. Maintenant, si on prend le type des dirigeants qui nous gouvernent aujourd'hui, selon l'énéagramme, c'est du type 8, les leaders. Eux, tous leurs problèmes, ils naviguent entre la peur et le désir. Pour eux, c'est avoir le pouvoir, le contrôle de tout. Et pour avoir ce contrôle et ce pouvoir, ils sont prêts à tout écraser. Ils sont prêts à affamer le peuple pour se sentir au contrôle. C'est leur type. Qu'ils s'appellent Trump, qu'ils s'appellent Macron, qui que vous connaissez, ils sont de ce type-là. Maintenant, ça c'est quand ils sont dans le stress. Maintenant, nous devons les amener à prendre confiance en eux-mêmes. Ils pourront laisser un peu la vanne pour que les gens vivent. Je ne comprends pas qu'un président de la République vienne chasser, par exemple, tous les opérateurs économiques de son pays. Maintenant, pourquoi? Pour simplement régner. Régner et se sentir au contrôle. Même si c'est au détriment de la population. Il y en a, nous le savons, nous le voyons bien dans beaucoup de pays africains. Hamzat, vous n'êtes pas d'accord avec Trump, vous l'avez clairement signifié ici, mais ce qu'il dit, par exemple, le manganèse, le diamant, le pétrole, l'uranium, tout ça, l'Afrique en est riche. Et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure que l'Afrique est quand même le continent le plus riche, mais malheureusement, les citoyens de ce continent sont les plus pauvres. Au moins à ce niveau, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Sur ce plan-là, on est d'accord. Je suis peut-être un peu aussi, je peux ne pas aussi être d'accord avec ce qu'il dit. Sur le plan que ce qu'il dit, si je veux être d'accord avec lui, c'est de savoir que ces ressources-là appartiennent à nos sols. Et nos dirigeants en ont la charge et la responsabilité en ce qui concerne la vente ou la transformation sur place. L'utilisation. Mais de l'autre côté, qui sont ceux qui fixent le prix de nos matières premières? Est-ce qu'on travaille à fixer les prix nous-mêmes? Exactement. Qui sont ceux qui fixent les prix? Qui les achète, qui les utilise, les transforme et nous les renvoie? Posez-vous la question. C'est parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. On est à la barbe de nos dirigeants qui ne font rien du tout, qui font que dalle. Nos dirigeants, souffrez, Excellence, Monsieur le Président, qu'on vous dise, vous faites que dalle. Vous faites souffrir les peuples. Vous faites souffrir les peuples. Vous pensez que c'est la faute aux dirigeants si on n'arrive pas à exploiter nos ressources minières? Mais écoutez, Sékou Touré, en son temps, il a dit merde. Mais quand il a dit, excusez-moi d'utiliser l'état de la Guinée aujourd'hui. Non, mais il n'y avait pas que l'or dans la Guinée. La Guinée n'a pas que l'or. Ouais, la Guinée est un pays extrêmement riche. Un scandale géologique. Allez au-delà, cherchez un mot au-delà. Un scandale géologique, c'est politiquement correct.
Donc, ça vous dit quoi? On a des dirigeants qui sont... Mais ils pensent qu'à eux. Le peuple, ils n'en ont rien à foutre. Non, mais je pense que c'est richesse. Ils n'en ont rien à foutre. Et moi, je reviens sur Trump pour dire que nous ne sommes pas fainéants. Arrêtez de fixer le prix du coltan, arrêtez de fixer le prix du pétrole, etc. Et nous allons voir, on va voir le rapport de force. Monsieur Hamzat, même s'il fixe le prix, il paye, même si c'est peu. Maintenant, le peu qui est payé, est-ce que est redistribué? C'est ce que je dis. Voilà. Nos dirigeants. Maintenant, donc, c'est que tant que, comme le disait un grand médecin, tant que vous trouvez que l'autre est à la base de vos problèmes, vous n'allez jamais guérir de vos problèmes. Non. Vous n'allez pas beaucoup. Si, coach, maintenant, oui. Avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas dit que l'autre est à la base de... Oui, j'analyse. C'est l'autre. Et je vous dis que si l'autre se comporte il va falloir que nous prenions nos responsabilités. Et fixe le prix. Il va falloir que nous donc c'est lui qui est à la base des problèmes de l'Afrique. Il va falloir que nous prenions nos responsabilités. Je vous donne un exemple. Il s'est passé un temps, quand le pétrole était à, je crois, c'est passé jusqu'à $46 le baril. Il y a certains pays qui ont décidé de faire un blocage. Plus de pétrole, on ne pompe plus rien, machin, tout ça. Rapidement, c'est remonté à 51. Alors, je crois savoir, si je m'en tiens au dernier propos du président Alpha Condé qui dit aujourd'hui l'Afrique parle d'une et même voix. Mais, je veux bien croire qu'on parle d'une et même voix en matière d'extraction et de vente de nos ressources aussi. Après 50 ans et que cet argent-là puisse servir en retour maintenant à partir de l'Union africaine, a dit, bon, au Gabon, on a besoin de ça, au Togo, on aura besoin de ça, et ainsi de suite. Il faut aller vers une politique d'ensemble. Et c'est possible Mais bien sûr que c'est possible. Vous pensez que dans le contexte actuel, c'est possible? Tout est question de volonté politique. Mais est-ce que cette volonté anime nos autres... mais oui, mais ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'UA, franchement, le Tchadien, oui. Le président de la Commission... non, vous parlez de Mamad Faki. Oui, vous sentez que ce monsieur-là a de la détermination. Et depuis qu'il est là, les choses ne se passent plus comme par avant. Hein, où on crée un sommet, tout le monde va s'asseoir, à la fin du sommet, on vous donne des perdièmes, on est content, j'étais au sommet de l'Union, blablabla. C'est fini ça. Maintenant, lui, il veut vous verrez sous la gouvernance de Kagame, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des choses que les Africains seront obligés de changer dans leurs attitudes. Changer, c'est également assurer la sécurité. Aujourd'hui, c'est le terrorisme qui menace toute la région d'Afrique du Nord, même jusqu'à l'ouest. On parle du G5 Sahel qui n'a pas de financement à l'interne. Ils ont attend un financement de l'extérieur. Est-ce que vous pensez que lorsque vous allez vraiment acheter des armes chez les autres pour venir tuer vos peuples, vous assurez votre sécurité dépend de l'extérieur? Vous êtes vraiment humain, vous êtes vraiment à la hauteur. Vous pouvez vous comparer et négocier avec les autres d'homme à homme. Mais c'est le manque de responsabilité dont dénonce Trump. Le caractère inhumain des dirigeants, c'est ça. C'est des gens qui sont... Mais le peuple aussi est responsable de ça, parce que c'est nous qui élisons. Moi, j'ai suivi le programme de société, disons le programme de campagne, je ne vais pas dire programme de société d'un candidat. À l'article 1er seulement, j'ai dit à ces gars, j'ai dit, ça c'est pas clair. Parce qu'en coaching, on dit, lorsque quelqu'un commence à parler en disant honnêtement, sincèrement, pour être vrai, il y a 95% de chances que la personne ne soit ni sincère, ni honnête, ni véridique. Rien du tout. Et il y a un coach français qui dit que après des élections, nous devons donner le permis de gouverner à la personne qui est élue. Et mais cela, il faut des plans, faire des assises, décliner le plan de développement du pays sur 50 ans et faire des balises pour que, comme le disait Rawlins, même si c'est un diable qui prend le pouvoir là, qu'il puisse suivre ça. Nous devons élaborer des plans de développement comme les constitutions des pays et qu'on ne peut toucher à aucun article. L'agriculture, voilà ce que nous devons faire en 5 ans. L'éducation, la sécurité, tout ça doit être défini. Et il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour avoir un programme comme ça. Et ce n'est que comme ça, le peuple sera mieux. Mais il faut de l'éducation, il faut de la formation à tous les niveaux. Les dirigeants ne sont pas formés. Ils prennent le pouvoir, ils viennent. Moi, j'ai collaboré, j'ai été rencontrer le colonel Zida, celui qui a pris le pouvoir après
le départ de Blaise. Blaise. Je l'ai écrit, j'ai déposé la lettre à 16h30. Ils m'ont appelé à 19h. Quand je suis allé le voir, ils m'ont demandé bon, ce que vous voulez dire, c'est comment? J'ai dit tout ce que j'ai écrit, je n'ai pas parlé en parabole. Ils étaient choqués. Ils disent bon, ok, en combien de temps vous pouvez présenter ce que vous avez écrit? J'ai dit mais en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça me va. Ils m'ont dit bon, en 5 minutes. 2 jours après, on m'appelle, j'étais à une conférence. J'ai dit je vais passer après la conférence, je suis venu. Mais au lieu de 5 minutes, on a fait 32 minutes. Et je pense que j'étais le seul à lui dire de laisser le pouvoir et de ne pas prendre une place, une fonction dans le gouvernement de transition. Et j'ai pris des... Oui, mais... Vous avez écouté? Il ne m'a pas écouté, bien sûr. Comme d'habitude, il a été nommé. Et mais je l'ai dit quand on parlait, j'ai dit, mais monsieur le président, où vous êtes là, vous seul, vous ne pouvez pas manger un poulet entier, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas boire une bouteille de whisky, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas habiter 2 chambres dans une maison, ce n'est pas possible. Sur votre lit, vous ne pouvez pas vous coucher sur tout le lit. Il m'a écouté, il m'a dit, mais si je vous avais rencontré très tôt, j'allais vous mettre avec celui qui a écrit mon discours. Mais j'ai retrouvé quelques phrases du truc. Et à la fin, quand ils ont formé le gouvernement de transition, il m'a fait appeler par son aide de camp. Il m'a dit, bon, qu'ils vont me faire appel, le président était là. Et après, il a fallu qu'il aille à Bobo, du Lazo. Et il a été accueilli avec ses camarades. Donc, il a vu la foule. Il s'est dit, bon, allez, c'est fini. Je suis président. Et aujourd'hui, conséquence. Et tout ce qui est arrivé, je l'ai dit, je l'ai prédit. J'ai dit, très tôt, l'Afrique, le Burkina auront tout fait de vous oublier. Aujourd'hui, il est persona non grata, je crois, au Burkina Faso. Il est en exil et il s'est tiré avec un bon pactole. Et tout en affamant le peuple. Tout en affamant le peuple. Et c'est ça justement l'entêtement des dirigeants, les révisions des constitutions pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est légion aujourd'hui dans le pays. Le tout nouveau président de Libéria qui vient de prendre le pouvoir, il a dit, je vais réviser la constitution, mais pour abaisser mon salaire. Mais est-ce que c'est seulement ça qui sera inclus dans cette révision? Comment vous trouvez ça, cette façon de se maintenir au pouvoir? Vous parlez de Kagame tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui s'est passé pour le Messie du Rwanda. À part lui, il n'y a plus rien pour faire, il n'y a plus personne pour faire mieux. Et donc, il a révisé la constitution pour se maintenir encore là. Vous trouvez que c'est de cette façon-là que l'Afrique peut se développer? Avant d'en venir au président libérien et aux révisions de constitution, je veux rebondir sur ce qu'a dit mon co-débatteur tout à l'heure. Je suis à 1000% d'accord avec lui. Quand il s'agit de baliser, n'est-ce pas, les questions de développement en Afrique. Vous venez avec des chiffons, vous endormez le peuple, vous prenez le pouvoir, basta, et vous l'oubliez. Et vous commencez par le lui faire à l'envers, dans la dentelle. Il faut mettre fin à ça. Mais franchement, respect, je suis d'accord avec lui qui dit à partir de maintenant, l'agriculture va se faire comme ça. Et les aides au développement, vous verrez qu'on n'en aura plus besoin. On en peut, sur certains points, oui, mais il y aura régression qualitative et quantitative. Les aides au développement, je ne vous coupe pas, M. Hamzat. Les aides au développement, l'Afrique et l'Inde étaient sur le même pied d'égalité. Avant. On a toujours chanté ça, ça n'a jamais bougé. Mais quand c'est arrivé, ils ont tendu de l'aide à l'Inde, l'Inde a refusé. Il y a des pauvres là-bas aujourd'hui. Il y a des pauvres, mais il y a des... Il y a un développement l'Inde est plus développé que l'Afrique, s'il te plaît. Donc, pour continuer, je suis d'accord avec lui. Bon, ça, c'était juste pour répondre. Maintenant, en matière de terrorisme, mais souffrez que les mois qui viennent et les années qui viennent là, ça va être un théâtre d'opération terrible. Sur l'Afrique, surtout dans la bande du G5 Sahel là. Et j'ai dit sur une émission à Paris, Porte Dauphine, Canal Tout le Monde, quand la case du voisin brûle, courez, il faut aller au secours, parce que ça viendra à vous. Le président tchadien est un exemple en la matière. Idriss Déby est une école. Malheureusement, il est fragilisé aujourd'hui. Il n'est pas fragilisé du tout. Idriss Déby ne sera jamais fragilisé. Vous pensez? Idriss Déby, ces soldats sont le général Idriss Déby, il restera en matière de lutte contre le terrorisme. Il restera égal à lui-même. Il ne bougera pas d'un poil. Je ne parle pas de politique. Je parle de lutter contre le terrorisme. Mais s'il n'a pas le financement, la preuve, il a dit, avant d'engager l'armée tchadienne dans le G5 Sahel, il faut quand même que j'ai une certaine assurance, ce qu'il n'a pas. En 2013, quand cette affaire du Mali a commencé, quand on m'a appelé,
J'ai des amis qui sont dans le système là-bas, en France, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais on a vu passer ton truc là. Et si tu te joignais à nous pour nous coacher, j'ai dit non. Je n'ai pas à vous parler de ce qui se passe chez moi. Je ne vous dis pas comment je dors sur mon lit. Vous ne connaîtrez jamais l'Afrique, vous. Il n'y a que les Africains qui peuvent le savoir. Et quand le président Déby s'est engagé au Mali, mais il n'a pas demandé les sous de l'ONU. Parce qu'une guerre, c'est d'abord l'argent. Ensuite, l'argent vous permet de récupérer du renseignement et de mener cette guerre. Le Tchad, financièrement, est complètement à terre. De toutes les façons. Le Tchad peut être politique, il peut être de manière intérieure, sur la manière de la gestion politique, économique, socio-culturelle de l'État. L'État peut être en faillite, tout ça. Mais en matière de défense et de sécurité, le Tchad restera le Tchad. Okay. Quoi qu'il en arrive. Alors, la question qui se pose ici, c'est le maintien de ces chefs d'État au pouvoir contre vents et marées, comme quoi ils sont les messies du peuple. Est-ce que vous pensez que cela participe du bien-être de la population? Je reviens à l'entame de cette émission. Quand vous voulez être président, vous prenez un avion, vous allez là-bas pour recevoir des consignes. Mais c'est normal que ceux qui vous donnent des consignes par derrière vous donnent les moyens d'y rester. Prenez le cas du président Kabila. Moi, je ne fais pas dans la dentelle. Hein. Je rencontre chaque état, je lui dis tout cru ce qu'il ne veut pas entendre. Et j'en connais plusieurs. Qu'est-ce que vous savez du cas Kabila? Mais écoutez, je n'ai même pas de leçon à donner à quelqu'un. Hein. Il suffit d'allumer RFI, d'écouter Radio Congo et tout. Son mandat est fini ou pas? Alors, il fait quoi là? Qu'est-ce qu'il fait là? Pour un pays aussi nanti, voilà encore un autre pays à scandale géologique. C'est vrai. Moi, on ne peut pas me dire que le Congo n'est pas capable de financer ces élections. Quand même, les diamants, les plus beaux joyaux, ouais. Hein? Ça sort de là-bas. Ils ont l'uranium, ils ont tout. Mais un président ne peut pas rester 17 ans au pouvoir et ne pas être capable de financer une petite élection présidentielle. C'est de l'irresponsabilité au niveau le plus haut. Je pèse mes mots et je suis prêt à en répondre. Tout ça est dû au manque de et je rejoins le président Trump et je dis je suis d'accord avec lui. Ce niveau. Oui, je suis à 100% d'accord avec lui. À part que vous refusez l'imbécilité. Non, m'insulter, me traiter d'imbécile, non. Tout ce que dit M. Hamzat, c'est dû à l'impréparation, le manque de préparation. Je vous dis une chose, les élections passées au Bénin en 2016, en 2015, je fais partie de la Fédération internationale de coach de France et dans la cellule de coaching politique africain. Et j'ai eu des entretiens avec les collègues. J'ai dit, bon, il y a beaucoup d'Africains, des candidats qui viendront à Paris chercher des grandes boîtes de communication. J'ai dit, faites une alliance avec ces boîtes de communication. Beaucoup viennent pour dire qu'ils ont besoin de communication alors qu'ils ont besoin de coaching. J'ai dit, faites tout, donnez les 60% à la boîte consultée et prenez les 40% et nous allons traiter ça. Je vous dis, il y a un candidat, quelqu'un qui s'est déclaré candidat ici au Bénin, qui est allé là-bas. On l'a pris 19 880 €. Et ils m'ont fait appel. J'ai dit, donnez-lui un diagramme et dites-lui, il n'a qu'à mettre sur l'échelle les problèmes du Bénin. Ils l'ont donné, il a été incapable. L'argent est perdu et il ne s'est plus présenté. Il dit qu'il renonce au profit d'un autre candidat. Il n'était pas à la hauteur. Moi, j'ai eu 3000 et quelques euros dedans. J'ai payé ma cotisation et je suis resté tranquille. Et quand je suis venu ici au Bénin, je le vois, il parle à la télé, je le regarde, mais je sais ce qu'il est. Donc vous parlez d'impréparation. Impréparation, ils ne sont pas préparés. Mais à partir de cet instant, ça veut dire que c'est par accident que nous avons des chefs d'État. Mais ils viennent, ils savent, ceux qui sont à la quête du pouvoir, ils ont l'art de séduire. Ils font tout pour avoir le pouvoir. Et ils sont prêts à tout. Dès qu'ils ont ce pouvoir, ils n'ont aucun programme. Vous les fréquentez, vous serez... C'est la nuit et le jour. Ils sont dans leur logique. Vous estimez que nous avons des dirigeants peu scrupuleux à la tête de nos États aujourd'hui, mais puisque le mal est là, et on reconnaît que l'Afrique ne travaille pas assez pour affronter la question du développement, puisqu'aujourd'hui c'est une jungle à la limite, les Occidentaux n'ont pas intérêt à laisser l'Afrique se développer si elle ne se prend pas en charge. Qu'est-ce qu'il faut prioritairement faire? Mais il faut d'abord un diagnostic. Quand il y a un mal, il faut un diagnostic. Cherchez à voir qu'est-ce qui ne va pas.
Vous pensez qu'on doit encore reposer le problème? On ne connaît pas ça. Mais on n'a jamais fini de faire des diagnostics. Tant que le monde est monde, quand le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, on fera tous les jours des diagnostics. Je ne suis pas bien portant tous les jours. De vous à moi. Je peux sortir d'ici et choper une grippe. Il me faut quoi? Un diagnostic pour déterminer le type de grippe que j'ai. Écoutez, vous voyez ceux qui ont beaucoup de papier dans la tête là. Moi je ne frotte pas avec ces gens-là. Moi, je vois sur le réparateur de roues vélo qui se trouve dans la rue là. Allez le voir. Il a une expérience de ce qu'il vit. Lui, il n'est pas assis dans un bureau en train de déterminer sur une roue de Peugeot, il y a tel nombre de rayons, machin. C'est des gens qui sont comptables de la réalité. Prenons le diagnostic. Et voilà, franchement, je suis fier d'être béninois. Permettez-moi de le dire. La conférence de 90, la conférence souveraine là, qui s'est produite au PLM à Lijo, c'est l'exemple patent, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance d'un État. Vous pensez que ça doit être cyclique? Mais et comment? À toute l'Afrique? Mais oui, il faut pas à toute l'Afrique. Bon, l'Afrique, elle est dans une diversité politique qui ne dit pas son nom. Mais il faille, comme l'a dit mon co-débatteur, puis qu'on sache s'arrêter pour dire, bon, maintenant, dans tel secteur, il faut qu'on fasse ça. Dans tel secteur, il faut qu'on aille dessus. Et puis qu'on arrête d'aller former docteur, machin, ceci, nous les amène. Coach Ben Barry, est-ce qu'on peut s'en passer? Le partage de la connaissance. On doit pouvoir voyager. Même la Chine aujourd'hui, si elle est là, elle a envoyé quand même ses enfants se faire former à l'extérieur pour revenir avec le savoir. Non, on ne peut pas se passer de se former, de voyager et tout ça là. Parce que être civilisé, être à l'heure, être dans son temps, c'est l'ouverture et l'enracinement. On prend nos valeurs positives qu'on garde, mais on s'ouvre aussi aux réalités extérieures. Ouais, nos dirigeants, je disais, ils se préparent pour prendre le pouvoir, mais ils n'ont aucune préparation pour la gestion du pouvoir. Sinon, je ne peux pas savoir qu'un président africain que vous connaissez bien, vous et moi, qui a passé tout son temps dans l'opposition et qui prend le pouvoir à 1 mois après la prise de son pouvoir, il s'oppose à son peuple. Quelqu'un qui a eu le pouvoir par des marches, par le soutien de la société civile, par le soutien des syndicats, et qui devient maintenant un os dans la gorge de ces sociétés civiles, de ces syndicats. On ne peut pas comprendre. Il faut qu'il se prépare. C'est pourquoi nous, l'intelligence politique c'est la conquête du pouvoir, la gestion efficiente et efficace du pouvoir et la passation du pouvoir. Alors vous pensez que cela est possible en Afrique? Surtout bien, la passation. C'est bien possible. À part Nelson Mandela qui l'a fait de façon pacifique, parce que peut-être atteint par le poids de l'âge. Même Nelson Mandela. Aujourd'hui, on demande à Zuma, malgré les corruptions dans lesquelles il est impétré, il refuse de passer le pouvoir. Mugabe, vous l'avez vu, pratiquement croulant, mais il refuse de passer le pouvoir. Chaque peuple a son histoire. Et l'Afrique a été dirigée par des rois, et les royautés, vous les connaissez. Il y en a, ça existe jusqu'à présent. Au Burkina Faso, il y en a à côté. Le Moro Naba, il est Moro Naba jusqu'à la mort. Donc nous avons quitté, nous avons hérité de certaines choses venues de l'extérieur que nous avons adoptées. Nous devons avoir une démocratie africaine aussi. Pas aux couleurs et au goût de l'Occident ou des États-Unis. Maintenant, nous prenons, il y a un président, moi j'aime bien, c'est-à-dire mon meilleur président que j'apprécie beaucoup, c'est Kagame. Kagame, si vous le voyez, il y a des présidents, quand ils prennent le pouvoir, 1 mois après, regardez, ils voulaient peser, ils prennent du poids. Mais Kagame, il est resté égal à lui-même et aller au Rwanda. Mais il y a la méthode là-bas, c'est la répression. L'opposition est bâillonnée. C'est ce qu'on pense. Quelle opposition? Les oppositions en Afrique. Vous avez vu la seule petite femme qui a tenté d'aller aux élections pour s'opposer à Kagame, vous avez vu ce qui a suivi au lendemain? Monsieur Kodjovi, les oppositions en Afrique ne sont pas préparées, ne sont pas prêtes encore à prendre le pouvoir. Et quand est-ce qu'elles seront prêtes? Tant qu'on ne leur permet pas de le faire. Vous avez dit... il faut qu'elles se forment. Il faut qu'elles se forment, qu'elles se préparent. Elles ne se préparent pas. Elles sont là à critiquer. Alors, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour cette Afrique qui doit pouvoir donc répondre aux attentes de Donald Trump afin que, avant la fin de son mandat, il puisse traiter l'Afrique comme un État-continent? L'Afrique doit se prendre au sérieux. Et se prendre au sérieux, c'est axer beaucoup
ces investissements sur l'éducation, sur la formation. Parce qu'on peut être éduqué, il faut être formé et pour pouvoir pallier à toutes les éventualités. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud traverse une sécheresse qui ne dit pas son nom. Et les scientifiques africains peinent à trouver une solution à cette crise. Aujourd'hui, il faut faire la queue pour avoir de l'eau et la ration est limitée. Vous pensez aujourd'hui que nos ingénieurs doivent aller à l'école en Afrique plutôt que d'aller à l'extérieur? C'est ce que j'ai toujours dit depuis. Mais qui va les former? Et puis je ne comprends pas. Voilà un pays qui a, je ne sais pas combien de kilomètres de littoral de mer. Oui. Et on nous dit qu'il n'y a pas de l'eau. Même dans la métropole du Cap. Qu'on arrête de nous vendre. C'est pas possible de penser comme ça, M. Kodomi. J'ai 1 milliard de kilomètres de côte de mer. On vient me dire, moi, que je n'ai pas de l'eau dans mon sol. On a toutes sortes de théories pareilles. On va nous chercher des théories pareilles. C'est la réalité. Non, c'est des conneries. Excusez-moi le terme, je vais être un peu vulgaire. Ce sont des bêtises. Comment, dans un pays comme l'Afrique du Sud, je ne parle pas de mon pays, moi, où on va chercher des machins là pour aller à Savalou, machin pour aller chercher de l'eau. Je vous parle de l'Afrique du Sud. Attendez, au sein des BRICS, c'est une puissance. Vous pensez que les autres États des BRICS n'ont pas les moyens de les aider à avoir de l'eau au Cap, je ne sais pas, à Cape Town, machin. Et on vient nous dire à moi, un téléspectateur comme moi, qu'on fait la queue pour prendre de l'eau en Afrique du Sud. Mais c'est prendre des gens pour des briques de 12. Respectez-nous un peu, nos dirigeants là. Respectez-nous. Si vous ne nous respectez pas, le peuple finira par faire ce qu'il doit faire. Et c'est quoi? C'est en cours, vous verrez. En Afrique? Et partout. Coach Ben Barry, on va bientôt sortir de cette émission. Vous avez pensé que l'Afrique doit mettre beaucoup plus l'accent sur le capital humain pour pouvoir donc amorcer son développement. Cela passe par une certaine internationalisation de nos pratiques plus ou moins propres à nous ici, parce que vous estimez que la culture occidentale vue sous l'angle de la démocratie n'est pas forcément celle que doit s'approprier l'Afrique aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que ce faisant, on ne favorise pas davantage le maintien au pouvoir de nos chefs d'État qui sont pas très bien formés comme vous l'avez décrit ici? Maintenant, prenons le cas Kagame par exemple. Oui. Vu le développement amorcé, ce qu'ils vivent actuellement au Rwanda, est-ce qu'il y a des opposants ou une opposition capable de faire ce qu'il a fait là? Il faut le tester d'abord. Oui, maintenant on le teste comment? Est-ce qu'il faut remplacer? Il y a certaines personnes qui ne méritent pas de rester au pouvoir. Aujourd'hui, vous prenez par exemple le Brésil, le président Lula est en train de revenir dans les sondages, c'est lui qui est en tête. Il veut revenir. Dans les sondages, c'est lui qui est dans les têtes. Mais alors, pourquoi Kagame ne passe pas la main pour voir d'abord tester quelqu'un d'autre et voir si effectivement il était le seul? C'est vrai, vous avez raison, mais il y a les réalités liées à chaque pays. Merci donc. Je vais répondre à cette question en vous disant ceci. Le pouvoir est divin. Toute autorité vient de Dieu. Si vous enlevez Kagame au Rwanda, certainement que vous allez le replonger dans un génocide dans les minutes qui suivent. D'accord? Moi, je parle du... Moi, si le président Talon est là, il n'est pas là parce qu'il est fort. Hein. Il n'est pas là parce qu'il connaît papier ou c'est lui le plus intelligent au Bénin. Hein. C'est d'abord que la divine providence en a décidé. Moi, je suis fervent, croyant, coagulé. On ne m'arrache pas ma croyance. D'accord? Et s'il est là, il doit répondre aux aspirations de son peuple. S'il ne le fait pas, ben écoutez, l'histoire vous rattrape, hein, quel qu'en soit ce que vous faites. Mais vous voyez ce qui se passe entre les dirigeants du fait qu'ils ne prennent pas... Oui, en une minute. Ok. Qu'ils ne prennent pas compte de l'aspiration du peuple, c'est que le monde qui tourne autour du pouvoir ne dépasse pas 100 personnes dans chaque pays. Je suis d'accord avec vous. C'est malheureux. C'est malheureux. Et on a besoin du peuple que quand on s'approche des élections. Et tout le mal qu'on fait au peuple, on pense le faire à un groupe d'individus qui est là, opposé à nous, et qu'il faut déplacer comme des pions. Malheureusement, c'est la réalité de l'Afrique et cela ne va pas. Donc, 2020 ou 2021 au Bénin, ça va être un miracle. On l'a vécu déjà en 1996. Mesdames, Messieurs, Donald Trump estime que l'Afrique a des tares
Et nous n'allons pas donc rappeler ces propos ici, mais vous les avez entendus. Et les débatteurs, je veux nommer le coach Ben Bari et puis Suleiman Hamzat, ont apporté leur son de cloche à ces propos de Donald Trump, qui pour partager entièrement ses aspirations et qui pour nuancer un tant soit peu de toutes les façons, l'Afrique doit investir dans le capital humain. C'est ce que les uns et les autres ont retenu sur ce plateau pour donc faire parler sa voix au concert des nations. À chacun, à tous, merci de nous avoir suivis de cette votre émission ici et ailleurs, consacrée donc aux propos de Donald Trump sur le continent africain. Nous avons conclu que ce ne sont pas seulement des propos subversifs, il y a également que parfois ces propos sont réfléchis. Merci et à très bientôt.